Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais reprendre la suite d'une vidéo que j'avais publiée un petit peu plus tôt sur les coins privés, les coins anonymes type Monero ou autres. Et j'avais notamment évoqué les problématiques liées à la fongibilité du Bitcoin. Et on a eu des super retours en fait sur ces vidéos-là. On a vu que c'était quelque chose qui vous intéressait. Vous avez été très nombreux à nous demander d'en faire plus de vidéos à ce sujet. Du coup, j'ai décidé de reprendre la suite de ces premières vidéos-là et de vous montrer vraiment des éléments concrets de ce que j'ai pu trouver après quelques recherches que j'ai pu faire sur Twitter, etc. etc. Ce qu'il faut bien comprendre pour tous ceux qui n'auront pas suivi toutes ces informations que je vais évoquer dans cette vidéo, notamment les problématiques liées à la fongibilité, les coins anonymes, etc. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez voir les précédentes vidéos qui traitent de ce sujet-là. Allez les voir, mettez cette vidéo en pause, allez les voir et reprenez cette vidéo. Ça vous permettra de reprendre un petit peu le chemin en cours de route, parce que je ne vais pas tout réexpliquer. Je ne peux pas me permettre de réexpliquer à chaque fois en long, en large, en travers ce que je redis à chaque fois sur chaque vidéo, parce que déjà ça me gonfle. Et puis en plus de ça, pour ceux qui suivent, pareil, ça va un petit peu les saouler. Donc, en tout cas sur la vidéo et la précédente que j'avais publiée sur les coins anonymes, vous avez été très nombreux à comprendre en fait les problématiques que j'avais fait ressurgir, la réflexion que j'avais à ce sujet-là. Et vous m'avez, il y en avait certains en tout cas qui me disaient qu'en effet, on comprend les problématiques qui puissent exister aujourd'hui au niveau de la fongibilité par rapport au Bitcoin. Par contre, vu qu'on est très tôt au niveau de l'adoption, aujourd'hui on voit clairement pas de problème à ce niveau-là, parce que on a peut-être souvent tendance à surestimer en fait la problématique qu'il pourrait y avoir par rapport à la fongibilité au niveau du Bitcoin. Mais est-ce qu'en réalité, cette problématique, est-ce qu'elle va être aussi importante que celle que je vous évoque depuis maintenant plusieurs années sur cette chaîne et depuis la dernière fois sur cette vidéo, ou est-ce que finalement ça va rester marginal et ça ne sera pas véritablement un problème? Alors vous le savez, moi ça fait quand même plusieurs années que je m'intéresse à ces coins-là. Je pourrais faire des vidéos de plus de 10 heures rien que sur les coins anonymes. Donc en tout cas tous ceux qui s'intéressent sur les projets type Monero, etc., qui sont quand même aujourd'hui les leaders sur ce marché, et on en entend très peu parler en fait dans la communauté francophone, bien que pour moi c'est un marché aussi qui sera amené à se développer dans les temps à venir. Et l'idée de cette vidéo, en fait, je vais vous montrer des impressions écran parce que je vais vous montrer que les problématiques liées à la fongibilité du Bitcoin, même si on n'est qu'au tout début, ça se fait déjà ressentir et on le voit apparaître aujourd'hui sur le marché. Que ce soit sur Twitter, sur Reddit, sur aujourd'hui les différents réseaux sociaux, il y a des gens qui ont déjà des problématiques au niveau de leur Bitcoin parce que ils ont déjà été teintés, parce qu'ils ont été utilisés sur le darknet pour faire des transactions, etc. Ils sont bloqués pour pouvoir les échanger sur des plateformes d'échange. C'est refusé pour pouvoir ouvrir un compte sur une plateforme d'échange ou pour pouvoir récupérer leurs fonds. Et en fait, ça, on le voit apparaître de plus en plus. Et là, ces derniers temps, ça s'est encore plus accéléré parce qu'il y a de plus en plus de transactions et l'adoption quand même évolue de manière importante, bien plus qu'il y a 5 ans en arrière. Et à mon avis, c'est un problème qui va être de plus en plus mis en avant des projecteurs parce que forcément, si c'est pas réglé, en tout cas selon moi, ça risque de poser souci. Donc l'idée de cette vidéo, c'est pas de vous faire peur, c'est pas de vous dire c'est comme ça que ça va se passer encore une fois. J'ai pas la prétention de vous dire que j'ai la science infuse ni quoi que ce soit. C'est d'amener encore une fois un élément de réflexion que peut-être que vous n'aviez pas jusqu'à présent et de vous amener à réfléchir peut-être sur des aspects que vous n'aviez pas en tête jusqu'à maintenant. Donc je vous en dis pas plus, je vous retrouve derrière mon écran. Donc en recherchant en fait des informations sur Twitter, également sur Reddit, etc. et sur des forums spécialisés, on voit que les problématiques liées à la fongibilité du Bitcoin se font de plus en plus ressentir. Et j'ai pris quelques impressions écran pour que vous puissiez vous en rendre compte et que vous puissiez voir vraiment ce qui se passe en arrière-plan, parce que c'est pas quelque chose qu'on entend énormément parler, parce que ça reste encore assez marginal, je vais pas vous mentir, mais ça, on le voit apparaître quand même de plus en plus et c'est vraiment un élément pour moi à avoir en tête. Vous pouvez à un moment donné vous retrouver avec un Bitcoin qui n'est pas fongible, pour lequel, en effet, s'il a été teinté, s'il a été utilisé à des fins illicites, par exemple sur le darknet ou peu importe, vous pouvez très bien vous retrouver avec ce Bitcoin-là. Et si on pousse ça à l'extrême, vous pouvez vous retrouver avec un Bitcoin qui n'a pas les mêmes valeurs qu'un Bitcoin qui est clean à 100%, qui viendrait tout simplement d'être miné, qui n'a pas d'historique, parce que celui qui n'a pas d'historique peut être échangé sur toutes les différentes plateformes d'échange, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Par contre, un Bitcoin qui a un historique négatif, là, il aurait plus de limites. Et du coup, ça serait plus risqué de l'avoir, donc on pourrait avoir des différences de prix entre les deux types de Bitcoin. Aujourd'hui, on est d'accord
d'accord qu'on n'a pas de différence de tarif entre les deux types de Bitcoin, un Bitcoin qui va être utilisé sur le Darknet ou un autre type de Bitcoin qui va être clean, mais si c'est poussé vraiment à l'extrême et si ces problématiques-là ne sont pas résolues, malheureusement, on risque de pouvoir voir apparaître des disparités comme celles que je viens de vous évoquer. Et là, j'ai pris quelques impressions écran pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de ce qui se passe en arrière-plan. Là, on a le cas d'une personne qui explique qu'elle a reçu des dons de la part de certains contributeurs de son côté pour son travail de journaliste, mais que ces dons-là ont été bloqués au niveau des plateformes d'échange parce que ces bitcoins-là avaient été utilisés, avaient un historique négatif parce qu'ils avaient été utilisés à l'époque à des fins illicites sur le Darknet. Du coup, au niveau de l'analyse de la blockchain, les plateformes aujourd'hui ont la possibilité d'analyser l'historique des différents bitcoins et de savoir d'où est-ce qu'ils proviennent et à quelle fin ils ont été tout simplement utilisés. Cette personne-là, tout simplement, a reçu des bitcoins qui étaient teintés et qui ont été bloqués par les plateformes d'échange. Là, je vous en ai mis un autre. Donc là, en effet, c'est quelqu'un qui explique qu'il a reçu un rapport de Bitstamp et qui a en fait ciblé beaucoup plus les bitcoins qui utilisaient notamment ce qu'on appelle les mixeurs. Vous avez tout un tas de mixeurs aujourd'hui qui existent, notamment sur le portefeuille Wasabi, CoinJoin, etc. Et en fait, ça, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la plupart des plateformes, c'est interdit, c'est écrit sur leur service, leurs conditions d'utilisation. Si vous utilisez des mixeurs en fait de Bitcoin assez spécifiques, vous pouvez vous faire bloquer vos fonds et ils arrivent aujourd'hui tout simplement à le savoir. Cette personne-là tout simplement a utilisé des mixeurs et il n'a pas été capable de pouvoir récupérer tout simplement ses fonds ou à les retirer comme il le souhaitait au niveau des plateformes d'échange. Là, c'est sur Reddit que j'ai pu le voir, et c'est quelqu'un qui avait reçu un mail de BlockFi. Donc BlockFi, c'est une plateforme centralisée qui vous permet tout simplement de faire du lending de crypto, et plus spécifiquement de Bitcoin. Et là, il dit « Salut Francisco, merci d'avoir rejoint la clientèle de BlockFi. Notre plateforme de blockchain et d'analyse de blockchain a détecté que votre dépôt du 20-11-2020 a eu une exposition aux échanges peer-to-peer, donc personne à personne, et que par contre c'est interdit de la part de BlockFi et des conditions d'utilisation de BlockFi. Donc soyez vraiment vigilants par rapport à ça et par rapport au dépôt que vous allez faire par la suite sur la plateforme parce qu'on ne pourra sans doute jamais l'accepter par la suite. On pourra très bien refuser vos fonds. Et quand on parle de peer-to-peer exchange, c'est vraiment tout ce qui est lié aux mixeurs, donc CoinJoin et puis tous les mixeurs en fait de Bitcoin. Donc aujourd'hui, on voit que BlockFi arrive à savoir si votre Bitcoin provient d'un mixeur, s'il a été utilisé à des fins illicites ou pas, et donc il pourrait être capable de pouvoir bloquer vos fonds ou de jamais vous les rendre parce que ça ne fait pas partie de leurs conditions d'utilisation. Là, c'est pareil, je crois que c'était cette personne-là d'ailleurs qui avait expliqué ça, et il disait que pareil, il a reçu un mail de BlockFi en disant que le Bitcoin qu'il avait déposé en fonction des UTXOs, donc ça je pourrais vous en parler plus tard, mais ce qui rend la spécificité de ce Bitcoin-là, il y a les UTXOs. Et donc notamment, ils ont réussi à tracer qu'il y avait ces bitcoins-là qui avaient été utilisés, notamment au niveau des mixeurs, ce qui était interdit auprès de ces personnes-là. Là, il y a quelqu'un qui a envoyé un message à Zach Prince, donc qui est le PDG et aujourd'hui le fondateur de BlockFi, en lui disant soyez transparent avec vos consommateurs sur les règles d'utilisation de CoinJoin. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, CoinJoin, c'est un mixeur. Et il a dit, c'est totalement interdit. On se réserve le droit de friser les dépôts, d'empêcher les retraits des dépôts qui ont été faits sur BlockFi si jamais on a utilisé ce genre de service de mixage. Et si vous voulez quelque chose de plus transparent, n'hésitez pas à me le dire. Mais en gros, je pense que j'ai été suffisamment transparent là-dessus. On est une entreprise publique et donc on doit être régulé et on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc vous le savez, les gouvernements aujourd'hui sont complètement contre l'utilisation de ce genre de service. Ils veulent pouvoir tout tracer, etc. etc. Je ne vais pas revenir là-dessus. Là également, il y a une autre personne qui réexplique les mêmes problématiques qu'il a eues et notamment il a voulu déposer des crypto-monnaies, notamment du Bitcoin sur Binance, et il avait récupéré ces Bitcoins-là du wallet Wasabi, et en fait il a reçu un email de Binance lui disant que on a remarqué que vous avez retiré des crypto-monnaies, ou du moins que vos Bitcoins proviennent du wallet Wasabi. Sachez que c'est interdit. Si votre Bitcoin provient de telle ou telle adresse, soyez vigilants parce que la prochaine fois on pourra très bien ne pas accepter ou geler vos fonds. Là c'est la même chose ici en utilisant le Samurai Wallet.
Et donc, il a eu exactement le même souci, hein, tout simplement. Pas le droit d'utiliser les mixeurs et problème de fongibilité, encore une fois, au niveau du Bitcoin. Là, c'est pareil. Donc, c'est Paxos, cette fois-ci, qui a envoyé un email, parce que ces personnes-là, donc Ronald McDonald, a utilisé le service de Paxos pour, à mon avis, les stablecoins. Et ils lui ont dit, on a vu que vous avez essayé de retirer du Bitcoin de votre compte qui provenait tout simplement d'un service de mixage de Bitcoin. Donc soyez très vigilants parce que si jamais vous décidez de l'envoyer là-bas, sachez qu'on ne pourra très bien par la suite ne plus jamais être capable de pouvoir accepter vos fonds. C'est le risque, hein, en fait, encore à chaque fois. Même si vous, aujourd'hui, vous n'utilisez pas les services de mixage ou autres, on voit qu'aujourd'hui, un Bitcoin qui provient d'un mineur où il n'y a aucun historique, et puis un Bitcoin qui a été utilisé sur le Darknet ou sur des mixeurs de Bitcoin, vous pouvez avoir plus de problématiques avec cette seconde catégorie qu'avec la première. En plus de ça, hein, cette personne explique que lui, il n'a pas utilisé les mixeurs, mais que c'était un Bitcoin qu'il avait reçu, lui, de son côté. Et vous pouvez vous retrouver aussi dans cette situation. Vous avez des comptes à rendre, on vous prend comme un criminel, on vous pose des questions qu'on ne devrait absolument pas vous poser, alors que vous faites simplement une transaction Bitcoin, en fait. On vous a envoyé un Bitcoin qui était teinté, qui pose des soucis, mais vous n'avez absolument rien fait de mal, quoi. Et pour moi, ça peut poser problème, et il faut vraiment être vigilant par rapport à ça. La même chose au niveau de Bitfinex. Donc là, une personne a reçu un mail en lui disant « Est-ce que c'est vous qui avez bien envoyé ces fonds-là ? Pouvez-vous confirmer que le hash de votre transaction, c'est bien celui-ci ? Confirmer que le sender, donc la personne qui vous a envoyé ces bitcoins-là, c'est bien ces adresses qu'on vous a évoquées. Parce que, entre guillemets, si vous envoyez des fonds et qu'il n'y a aucun souci, on vous laisse faire vos transactions comme il faut. Sauf que là, cette personne, hein, c'est ce qui est marqué, hein, on lui a bloqué son compte et on lui a demandé de justifier qui était l'envoyeur, qui était la personne qui lui a vendu des bitcoins, de donner le hash donc de la transaction, de donner les adresses de la personne à qui il a reçu les fonds pour que ces personnes-là puissent après remonter au niveau des différentes transactions et éventuellement trouver la personne qui a fait des actions illicites avec des bitcoins. Et vous pouvez vous retrouver dans ce genre de situation parce que ça arrive aujourd'hui et ça arrive de plus en plus. Une autre personne qui, pareil, a eu un compte sur Paxful qui a été complètement gelé parce que il a reçu un Bitcoin qui avait été utilisé au préalable sur CoinJoin, donc sur un mixeur de crypto-monnaies, sur Bisq. Donc vous le savez, Bisq c'est une plateforme décentralisée, mais il y a des personnes qui commencent à aller de plus en plus sur Bisq parce qu'en effet sur Bitfinex, pareil, on a demandé à cette personne-là de justifier le fait que c'était pas elle qui avait fait des actions illicites sur le Bitcoin qu'il a pu envoyer sur différentes plateformes et notamment Bitfinex. Et donc, encore une fois, ça pose tout un tas de problèmes. Même chose ici, Paxos avait fait une communication là-dessus en expliquant que toutes les transactions qui avaient été effectuées avec des mixeurs ou tout ce que je viens de vous expliquer, ça posait des problèmes et que c'était pas en réglementation avec la loi. Et d'ailleurs, vous avez des plateformes aujourd'hui comme Chain Analysis qui sont des analyseurs de blockchain à très grande échelle et qui ont pour objectif de pouvoir suivre chaque transaction de Bitcoin, chaque transaction qui sont effectuées avec chaque historique de chaque Bitcoin. Donc ça fait un peu peur parce que quand on sait que Bitcoin c'est totalement transparent, en termes de vie privée, si demain on sait chaque Bitcoin qui fait quoi et en plus de ça on arrive avec le KYC à lier une adresse et un visage, une identité avec une adresse Bitcoin, demain c'est une surveillance en fait à ciel ouvert et donc moi personnellement en tout cas ça me fait quand même assez peur. Ensuite là pareil pour lui, hein, sur BitMEX il a reçu un email en lui disant que il n'a pas le droit d'envoyer ces Bitcoins là et que c'est pas du tout en adéquation avec les conditions d'utilisation de la plateforme parce que ça avait été utilisé sur CoinJoin et puis qu'il n'y a pas le droit de faire du mixage de Bitcoin. Là où il faut être encore plus vigilant, c'est lorsque, en effet, si on arrive à suivre toutes les transactions Bitcoin, qu'on arrive à savoir qui a quoi, à quel moment, et toutes les historiques de chaque Bitcoin, toutes les transactions qui ont été effectuées à partir d'un seul Bitcoin, si on arrive à suivre tout ça avec des outils d'analyse beaucoup plus spécialisés, on pourrait, dans les temps à venir, et d'ailleurs on le voit apparaître, et c'est ce que suggère aujourd'hui Riccardo Spagni, qui est le développeur officiel, en tout cas le plus connu sur l'écosystème Monero, il dit qu'on pourrait très bien avoir des mineurs qui pourraient décider de valider ou non certaines transactions. Parce que on pourrait très bien voir à un moment donné des mineurs sur l'écosystème Bitcoin ou des pools de minage
qui pourraient être beaucoup plus régulés, par exemple aux États-Unis, en Chine ou peu importe, et le gouvernement pourrait très bien dire à un moment donné, toutes les transactions Bitcoin qui ont un historique illicite ou qui appartiennent à tel type de wallet, vous ne les validez pas. Et on voit ça apparaître de plus en plus. Je vous mettrai les descriptions dans la description de la vidéo. Est-ce que c'est quelque chose qui va se développer dans les temps à venir? Je ne sais pas. En tout cas, on le voit apparaître. Et c'est le cas, par exemple, du pool de minage Blocksteer aux États-Unis qui, aujourd'hui, oblige les mineurs sur ce pool de minage-là de ne miner et de n'autoriser uniquement les transactions qui sont validées, entre guillemets, par le gouvernement. C'est-à-dire, admettons, demain, je veux me faire valider ma transaction par ce pool de minage Blocksteer, il pourrait très bien dire, non, toi, tu as un Bitcoin qui a une mauvaise fongibilité, dans le sens où il a été utilisé à des fins négatives sur le darknet ou peu importe, du coup, ta transaction ne sera pas validée. Et puis, si demain, je ne sais pas, on fait quelque chose de pas bien, un peu comme en Chine, où on a le score social, vous votez pas bien, vous faites n'importe quoi, vous vous faites réprimander dans la vie active, on pourrait très bien associer votre compte Bitcoin, votre wallet, votre identité, et de donner, si demain ça se démocratise et si si tous les pools de minage et tous les mineurs fonctionnent de cette manière, imaginons que demain ça soit globalisé de partout, on pourrait très bien dire cette personne-là, on valide pas les transactions, cette personne-là, on valide. Et en fait, ce côté résistance à la censure qu'on voit derrière Bitcoin, en final, ça serait plus vraiment vrai parce que, in fine, que vous le vouliez ou pas, c'est les mineurs qui valident les transactions. Mais si eux, ils décident de ne pas valider la vôtre, ça peut poser problème. Est-ce que c'est là où est-ce qu'on va se diriger dans les temps à venir ? Je ne sais pas. Encore une fois, je pose des questions ouvertes, à vous de faire vos recherches et de savoir finalement ce que vous voulez faire. En tout cas, je trouve ça quand même assez préoccupant. Et d'ailleurs, en plus de Blocksteer que je viens de vous évoquer, il y a d'autres fermes de minage, notamment aux États-Unis, qui ont décidé de rejoindre un petit peu la même dynamique de Blocksteer. Et c'est le cas de Marathon Patent Group, qui a décidé de fonctionner un petit peu de la même manière. Je ne vais pas tout vous réexpliquer là, mais je vous laisserai mettre pause à la vidéo et puis de lire en fait ce qui a été écrit. Mais ça revient en fait au résumé que je viens de vous dire un petit peu plus tôt. Donc il y a quand même des questions à se poser, et avec l'émergence en fait de toutes les entreprises comme Chain Analysis, etc., qui sont quand même financées très globalement par les gouvernements et par des entreprises privées qui veulent aujourd'hui analyser ce qui se passe au niveau de la blockchain, parce qu'en effet il y a des utilisations illicites, même si ça représente une toute petite minorité, mais on voit que il y a quand même un développement de cet écosystème-là. On en entend très peu parler aujourd'hui, mais qui pourrait in fine faire beaucoup de mal à l'écosystème blockchain, que souvent on a tendance à l'idéaliser, mais que c'est bien de le prendre en compte et de faire attention à ça, parce que souvent je trouve que c'est un point qui est souvent trop négligé, en tout cas à mon sens. Donc soyez très vigilants là-dessus. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que grâce à elle, vous arrivez à avoir une vision un peu plus objective de ce qui se passe en arrière-plan. L'idée, encore une fois, c'est pas de vous faire peur, c'est pas de vous dire que c'est comme ça que ça va se passer. J'essaye de vous donner en tout cas les informations et les recherches que j'ai pu effectuer de mon côté. Et encore une fois, c'est de les prendre en considération et de voir ce que vous voulez faire de votre côté. Est-ce que vous voulez vous protéger? Est-ce que vous voulez faire abstraction de ça? Est-ce que vous voulez creuser un petit peu plus? Encore une fois, c'est vous qui allez être juge et maître tout simplement de vos propres décisions. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire votre retour dans la section commentaires. Et comme d'habitude, pour tous ceux qui voudront aller plus loin avec nous, vous avez le lien vers tous nos programmes de formation que vous retrouverez dans la description de la vidéo. Le lien notamment vers notre programme CryptoStart pour aider les débutants à commencer à investir sur le marché des crypto-monnaies. Donc pour tous ceux qui ne savent pas trop par où commencer, qui ne savent pas quoi faire aujourd'hui et ni comment débuter, ça sera un programme qui sera à mon avis très adapté pour vous. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil et puis de voir finalement ce qu'il en ressort et si ça peut vous intéresser. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous.